Et salut à tous, c'est Norage. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle astuce sur Burpsuit qui est la fonctionnalité qui s'appelle Bombdass. Donc c'est assez imprononçable, mais ça sert à faire des filtres un peu plus intelligents que ce qu'il y a par défaut dans diverses fonctionnalités de Burp, dont notamment en particulier le HTTP History. Donc on n'a pas le temps de niaiser, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Si vous connaissez Burp, les filtres, normalement, ils ressemblent à ça. Et en fait, c'est assez limité de base pour tout un tas de raisons. Donc bon, si on regarde un peu les trucs habituels qu'on utilise au quotidien, bon bah voilà, filtrer pour uniquement ce qui est inclus dans le périmètre. Donc ça c'est utile. Cacher tous les items qui n'ont pas une réponse. Afficher seulement les requêtes qui ont des paramètres. Donc ça c'est utile parce qu'en général c'est là-dedans qu'on va injecter. Rechercher des regex, mais bon ça c'est assez limité parce que en fait on peut pas choisir est-ce qu'on filtre dans la requête ou est-ce qu'on filtre dans la réponse. Donc ça marche dans les deux et on peut pas vraiment choisir sur quoi ça va, à quoi se limiter. Après, là, on peut filtrer soit les requêtes de type HTML, filtre, machin, qu'est-ce qu'on veut afficher, qu'est-ce qu'on veut pas afficher. Sauf que, bah, déjà, bon, on a Other Binary, donc des fois, on a des formats de fichiers qui vont se retrouver dans Other Binary. Mais quand on va ajouter Other Binary, de tout d'un coup, bah, on va voir les PDF, les trucs et tout ce qu'on n'a pas envie. Donc, ça peut pas être filtré de manière très fine. Par exemple, enfin c'est tout con, mais on peut pas mettre un MIME type. C'est non, c'est voilà, il y a des espèces de catégories préfaites et on peut pas faire plus finement que ça. Voilà. On peut filtrer par type de code de statut HTTP, mais c'est des catégories, c'est les 200, les 300. Si vous voulez filtrer que les 404, que les 302 et pas les 304, etc. Non, vous pouvez pas. C'est que voilà, c'est que les grandes familles comme ça. On peut cacher ou montrer les, les extensions. Donc là, vous verrez qu'à chaque fois, il y a show ou hide, mais on n'a pas l'inverse. Donc je peux pas dire ah je veux afficher que les requêtes qui n'ont pas de réponse et ainsi de suite. Pour voir par exemple quand une requête elle a timeout ou des trucs comme ça, bah non on peut pas. Etc. Et puis là pour afficher seulement ceux qui ont de la couleur ou du texte, et évidemment on peut pas faire l'inverse. Filtrer par port, mais on peut mettre qu'un à la fois, on peut pas filtrer par plusieurs ports. Bref, si vous allez sur le forum de Burpsuit et que vous tapez filter dans la catégorie feature request, vous verrez qu'il y a 50, plus de 50 posts différents qui demandent depuis des années, hein, depuis 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, etc. D'ajouter des fonctionnalités à ces filtres. Euh, et donc par exemple, il y a des gens qui vont dire ah moi j'aimerais bien filtrer par verbe pour pouvoir filtrer les get, les posts, les head, les options, les machins. Non bah ils peuvent pas. Parce que par exemple des fois il y a des applis, une requête sur deux, ils font une requête options et après ils font une requête get, ils font une requête options, après une requête. Enfin donc les requêtes options, c'est vous pollue tout l'historique, donc vous aimeriez bien les cacher. Bah là vous pouvez pas. Il y a plein de trucs comme ça. Donc il y a des gens qui demandent, bah, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir filtrer par même type. Des gens qui demandent de filtrer par les dossiers, enfin les chemins qui sont là dans l'URL. De filtrer par tout un tas de choses. Euh, Il y a, enfin voilà, plein de trucs légitimes qui correspondent à plein de scénarios et on peut pas le faire. Donc Burp, ils ont répondu, ils ont fait un nouveau mode pour filtrer qui s'appelle les Bambdas. Et voilà. Et de base, en gros, c'est démerdez-vous pour écrire des requêtes plus ou moins du Java. Et en fait, c'est un booléen, donc effectivement, à chaque fois, ça va passer sur chaque requête. Ça va faire une boucle sur chaque requête et en fait nous on doit écrire quelque chose qui retourne soit true soit false et qui va du coup déterminer si on va cacher ou afficher cette requête.
Donc l'exemple de base, il est pas fifou, c'est return true. Si je l'applique, bah ça affiche tout. Bon, ok, super. C'est dans leur démo. Et si on met false, bah ça cache tout. Bon, bah, ça c'est pas dingue. Donc là, on peut afficher une aide qui nous dit oh, ouais, bah il y a un objet proxy HTTP request response, je sais pas quoi, by referencing the request response parameter et the utility interface en Java qui va là dans le DSL, ce sera utilities. Ok. Donc il y a une espèce de d'autocomplétion qui est pas fifole parce que bon, il propose des trucs dedans, mais comme on peut voir, ça propose aussi de filtrer sur des trucs burp, mais que en vrai on peut pas vraiment taper, enfin des trucs Java qu'on peut pas vraiment taper, etc. Enfin, je suis pas fan de l'autocomplétion. Le seul truc qui est bien, c'est que ça souligne quand on a une requête qui est pas valide, donc ça au moins c'est pratique. Et bah, voyons voir un exemple qui est issu de la documentation de Burp, qui est celui-là. Donc en gros, c'est pour combiner plusieurs conditions à la fois, pour avoir un exemple un peu basique. Là, on va vouloir afficher que les requêtes qui ont une réponse. Donc tous les trucs où ça timeout, on n'a jamais eu de réponse, bah, on ne veut pas les afficher. Donc comme il disait là dans la doc, bah, à chaque fois on va pouvoir taper request response, donc c'est l'objet principal. Après, dans request response, bah, il y a l'objet response pour accéder aux réponses, l'objet request pour pouvoir accéder aux requêtes, et après il y a tout un tas de sous-classes. Des fois, les sous-classes, on peut les taper directement, comme là, as response, non. Donc, bah, du coup, ça va cacher toutes les requêtes qui n'ont pas de réponse. Bon, très bien. Après, deuxième condition, on veut que la réponse, ça soit un code en 300 quelque chose. Donc là, c'est ce qui est fait. Donc bon, ça c'est juste une variable pour raccourcir le code. Donc réponse, ok. Réponse, statut code class, et dedans on passe un objet statut code class, class 300 redirection. Donc vous voyez déjà, on est dans du pur Java, c'est très verbeux, c'est assez infâme. Il n'y a pas y a pas un truc du genre response.request entre parenthèses 300xx ou je sais pas quoi. Non, c'est un truc très verbeux. Et la troisième condition, c'est là on veut que la réponse, dans la réponse, il y a un set cookie en gros qui s'appelle session. Donc bon là si j'applique, ça me retourne rien parce que j'ai pas de réponse comme ça. C'est assez éclaté parce que là vous avez un asCookie, mais en fait pour l'objet réponse, donc en gros ça sous-entend qu'il y a un header setCookie qui définit un cookie qui s'appelle session. Donc bah le asCookie, j'aurais plutôt vu ça dans justement dans le côté requête, mais pas dans le côté réponse. Tu vois. J'aurais plutôt vu une méthode qui s'appelle setCookie ou filter, je sais pas quoi. Enfin bref. Mais là comme ça, c'est un peu contre-intuitif, d'autant plus que si on regarde, hop, dans la requête, donc request réponse request. Point. Et qu'est-ce qu'il nous propose? On a du contain, du as header, etc., etc. Donc vous pouvez chercher as, il n'y a pas de as cookie. Cookie, il n'y a rien qui commence par coup. Donc déjà en fait, vous pouvez filtrer par cookie dans la réponse, mais pas dans les requêtes. Donc ça, bah, justement, ça aurait été pratique pour dire bah tiens, je veux filtrer là que les redirections où moi j'ai un cookie dedans, etc. Bah non, vous pouvez pas. Enfin, pas directement, évidemment. Donc, du coup, il va falloir faire un truc du genre as header, et après, vous pouvez soit lui donner des objets en tête, soit lui spécifier une string, soit une string et une value. Donc là, je vais devoir mettre un truc
Genre cookie, ah pourquoi il veut pas des simples quotes, il veut que des doubles quotes. Ouais, voilà, déjà c'est nul. Et là il m'affiche bien. Tiens d'ailleurs on peut peut-être vérifier. Est-ce que c'est case sensitive? Si je mets un C minuscule, est-ce qu'il trouve? Ouais, donc c'est case insensitive du coup. Euh, Bon. Enfin voilà, si vous voulez, c'est pas hyper intuitif. Donc vous allez remarquer que déjà il y a deux trucs qui sont absolument nuls. C'est que déjà de base, contrairement à quand vous avez la version pro dans l'intruder, bah vous avez tout un tas de générateurs. Pour les wordlists, vous avez tout un tas de wordlists, etc. Là dans Bambas, vous venez, vous avez un return true, point virgule. Vous avez aucun exemple qui est préchargé dedans. Et donc vous allez dire au bout d'un moment, bon voilà, vous étudiez un peu la doc, vous apprenez le DSL, vous faites chier à écrire vos requêtes en Java, tout ça, vous en écrivez tous vos cas d'usage au quotidien, etc. Et bah vous avez rien du tout pour les sauvegarder, ou enfin ou plutôt vous pouvez faire comme absolument dans tous les autres endroits dans Burp, c'est-à-dire que vous pouvez faire sauvegarder juste ces requêtes-là dans un fichier et les charger. Donc en gros, c'est à vous de vous faire un dossier et de les enregistrer à chaque fois. Et à chaque fois que vous voulez en charger une, de faire l'autre setting et aller la chercher dans ce dossier-là et ainsi de suite. Vous n'avez pas un menu dans Burp où vous pouvez sauvegarder ça. Donc ça, c'est absolument catastrophique en niveau de qualité de vie. Enfin, je sais même pas comment ils ont pu sortir cette fonctionnalité sans penser à ça, sans avoir un petit menu déroulant, sauvegarder ces payloads et tout ça, comme c'est le cas dans l'intruder, etc. Donc ça, c'est assez nul. Je trouve pas ça fou. Bah bon bah tant qu'on est là, après il y a deux trois autres petites fonctionnalités sympas que je vais vous montrer, mais avant ça, on va voir un petit peu plus d'exemples, des exemples hein, qu'on peut retrouver dans la documentation de Portswigger, qui sont censés mettre en avant le pourquoi du comment. C'est génial, les bambdas. Bon, là, on va voir un autre exemple qui est dans la documentation de Burp, qui est comment trouver une requête avec un cookie qui a une valeur spécifique. Je vais coller leur exemple. Je suis désolé pour ceux qui vont trouver qu'on n'y voit rien, mais du coup, il va falloir passer en plein écran sur un grand écran. Donc, si vous êtes sur smartphone, ça va être horrible, vous allez rien voir. Effectivement, dans les options de Burp, dans l'interface, on peut zoomer la taille, on peut changer la taille de la police, mais la taille de la police, elle s'applique partout sauf là. C'est-à-dire qu'elle va s'appliquer dans le menu, dans les requêtes, dans les machins. Mais en fait, dès que vous allez être dans Request ou Response, ou là dans l'éditeur de script, ou dans le repeater, etc., tous les corps comme ça, c'est la police, ça s'applique pas à cet endroit-là. Donc là, je peux passer au lieu de la police 11 à la police 20. Là, ça va être marqué en hyper gros, etc. Mais là-dedans, ça va être toujours marqué de la même taille, donc je ne peux rien faire. Burp est comme ça, c'est mal fait, mais c'est comme ça. Donc là, pour en revenir à nos moutons, on a quelque chose qui est horrible, encore une fois. Donc, comment ça marche? Donc, on a toujours notre response qui est l'objet principal. On veut filtrer dans une requête, ok, très bien. Est-ce qu'on a un paramètre qui s'appelle foo et qui est de type cookie? Donc là, nous, on va pas vouloir mettre foo, on va vouloir mettre cookie point seed, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle mon cookie. Et après, du coup, pour vérifier la valeur qui est dedans, on a une espèce de fonction anonyme euh, où on va aller chercher l'objet request response, request, paramètre, re cookie.seed. Est-ce que c'est un paramètre qui est de type HTTP, enfin qui est de type cookie, et on va vouloir filtrer par sa valeur. Donc tout ça, on met ça dans une variable et après on va faire du coup machin point. Enfin, est-ce que la valeur du cookie contient la valeur trucmuche? Donc bon, moi j'ai pas de valeur trucmuche. Ma valeur c'est dans mon exemple c'est ça.
Donc je vais mettre ça. Si on filtre, oui, j'ai pas retourné le bon exemple. Enfin, pas complètement. Du coup, soit c'est vrai, soit c'est faux. Hop. Donc là, ça ne matche pas. Je ne sais pas pourquoi. Cookie. Il s'appelle bien. Non, j'ai dit cookie.seed, mais c'est pas ça, c'est connect.seed. Voilà, qui s'appelle mon cookie. Toc. Et donc là, il me retourne bien toutes les requêtes où j'ai un cookie qui s'appelle connect.seed et avec la valeur que j'ai passée. Donc pourquoi je dis que c'est horrible? Parce qu'en fait, si l'interface, le DSL, il était bien fait, on aurait un truc du style request. On aurait une méthode asCookie. On mettrait en premier paramètre le nom du cookie. Deuxième paramètre, la valeur du cookie. Cette méthode-là, elle renverrait directement un booléen, true ou false. Et voilà, c'est tout. Et ça tiendra en une ligne. Alors que là, on est obligé de se taper tout ça comme DSL avec est-ce qu'on a ce paramètre, est-ce que c'est un paramètre de type cookie, machin truc, répéter la même chose une deuxième fois qui est exactement la même chose, mais pour filtrer la valeur. Enfin, c'est un sketch. Tout ça pour ça. Donc ça c'est exemple officiel numéro un dans l'article de blog qu'ils ont sorti quand ils ont voulu mettre en avant le truc. Donc, je trouve pas ça fou. Bon, maintenant, deuxième exemple de l'article d'introduction que Burp nous montre, c'est le suivant. Donc en gros, c'est pour trouver des requêtes mal formatées où en fait dans la réponse on aurait un body qui contient du JSON mais qu'aurait pas le content type JSON. Donc en gros, si on peut manipuler par exemple ce qu'il y a dans la requête qui est renvoyé dans la réponse et qu'on peut envoyer du HTML dedans, on se dirait ah peut-être que je peux faire une XSS. Sauf que s'il est renvoyé avec type JSON, par exemple, on va pas avoir une XSS. Par exemple, si on donne directement l'URL avec l'API, avec un truc qui est pas, que nous on a mis en get dans la requête, par exemple, on pourrait dire tiens, on va faire du hameçonnage avec ça. Sauf que si ça renvoie un body en JSON, un content type en JSON, il n'y aura pas de XSS. Par contre, s'il renvoie pas de content type et qu'il y a de l'autodexection et qu'il n'y a pas le no-sniff ou qu'il y a un autre content type qui est renvoyé, potentiellement on peut peut-être avoir de la XSS. Donc j'imagine que c'est un peu ça le cas d'usage. Donc là, comment ça marche? Toujours request response. Là, on va filtrer dans les réponses. Est-ce que on a un en-tête avec qui s'appelle content type? Donc là, c'est horrible, ils n'ont pas fait d'effort. Plutôt que d'avoir géré directement dans le DSL que effectivement, vous savez, gérer le cas de si on appelle la méthode contains, mais que il n'y a pas de content type, donc quand le content type n'existe pas, ça va renvoyer une erreur. Donc là, non, le DSL gère pas ça pour vous. Donc c'est à vous de le faire. Donc il faut d'abord que vous fassiez un petit vérif content type différent de null pour pouvoir après aller faire du filtrage sur content type et appeler la méthode contains. Donc là, on veut tout ce qui renvoie, enfin toutes les réponses du coup qui sont pas de type application JSON. Et après, on va les filtrer dans le body. Donc on va appeler la réponse body to string. Donc on va convertir tout le body, j'imagine, en string. Trim pour enlever, j'imagine, les fins de ligne, les sauts à la ligne. Et puis là, on va vouloir, enfin, que ça soit tout en une ligne, en gros, quoi. Euh, et là, du coup, dire est-ce que ça commence par soit une accolade, soit
une parenthèse carrée là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, pour essayer de détecter ça. Donc là, on voit, bon, c'est toujours hyper verbeux. Le DSL, il gère pas les exceptions quand il y a des trucs qui renvoient nul, etc. Donc c'est pas dingo, c'est pas dingo. Mais ça marche. Bon, là, est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas. Bon, troisième exemple qui était dans la doc, toujours de Portswigger. C'est celui-là. En gros, c'est pour filtrer pour des clés, enfin, ce qui s'appelle les claims, qui sont dans les JWT, dans les jetons. Ok, donc classique. On crée une variable body. On accède toujours à request response, on file sur la réponse, on convertit tout le body en string, on trim pour que ça soit tout en une ligne et s'affranchir des soit la ligne. Après, on refait du request response, response.asIdER donc on veut aller regarder dans l'entête authorization. Là, on refait exactement la même chose que la ligne qui est au-dessus et on le met dans une variable. Donc pourquoi on n'aurait pas fait la variable juste avant? Pour remettre haute value ici, bon, l'exemple, je sais pas si soit il y a un truc qui m'échappe, soit l'exemple il est pas fou. Après, du coup, dans la valeur du coup de authorization, on veut aller vérifier si ça commence avec bearer.ey pour vérifier du coup que c'est bien un JWT. Ça, ok. On crée une variable jeton dans laquelle en fait on va, comme c'est un JWT, c'est de la base 64, un point, de la base 64, un point. On va split sur le point, donc j'imagine que la méthode split, je sais pas si c'est celle native Java ou si c'est dans le helper, etc. J'imagine que il y a un peu une confusion ou peut-être que ça va pas faire par défaut, comme si c'était une chaîne de caractères mais que ça va faire du regex ou je sais pas quoi, parce que sinon je vois pas pourquoi ils échapperaient le point. Donc c'est que peut-être qu'il y a de la confusion et pour éviter que ça soit interprété comme une regex et du coup comme que le point ça soit un marqueur pour dire n'importe quel caractère, du coup ils échappent le point. Ok, très bien. Euh, Sauf que dans les strings en Java, l'anti-slash, il faut l'échapper lui-même. Donc il faut échapper l'anti-slash qui était là pour échapper le point. Donc vous retrouvez avec anti-slash, anti-slash point. Bon, je veux pas, mais en Ruby, par exemple, les regex, on peut les délimiter par autre chose que des strings, pas des double quotes. Donc on peut les délimiter avec ce qu'on veut. Ce qui a l'avantage de pas avoir besoin de double échappé comme ça. On- Enfin bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de Ruby. Euh, Après, du coup, donc là, on va avoir du coup un tableau avec les trois parties du JWT qui vont être des chaînes de caractères avec du bas 64 dedans. Donc on vérifie qu'on a bien trois parties et du coup que notre JWT il est formé normalement. Après, on va appeler du coup les utilities, donc qui est censé avoir toutes les fonctionnalités de facilitation offertes par Burp. Est-ce que dedans il y aurait un JWT décode ou un truc comme ça un peu au niveau, un peu pratique? Non, pas du tout. Tout ce que vous aurez le droit, c'est à bas 64 avec une syntaxe plus sympa que celle de Java par défaut. Super, merci grand seigneur. Donc on a le droit de faire d'appeler utilities.base64.decode pour déchiffrer la deuxième partie. Du coup c'est le 1 dans le tableau. Euh, Pourquoi il y a autant d'espace qui sert à rien dans l'exemple? Je sais pas. Donc on va les enlever, on va en mettre juste un. Euh, Et là, on fait du bas 64 decode option URL, parce que vous savez, bas 64, il y a plusieurs variantes. Il y en a, je sais pas, peut-être presque une dizaine de variantes, avec des petites subtilités les unes entre les autres. Donc là, parce que dans le bas 64 qui est utilisé dans le JWT, c'est pas celui avec les égales à la fin, c'est le URL safe, machin. Donc, enfin bref, peu importe. Donc j'imagine que là, c'est ce qui est fait pour appeler cette variante-là. Euh,
et le convertir en string. Ok, donc la méthode de l'utilitaire de base64, il retourne pas une string de base. Ok, admettons. Euh, du coup, on va aller convertir ça en minuscule et vérifier que dedans, ça contienne le mot-clé rôle. Et donc, il faut 18 lignes de code, enfin, allez, 17 si on enlève le commentaire. Puis il y a des lignes avec des blancs pour tout ça pour aller regarder la valeur du truc. Donc là encore une fois, c'est très verbeux. On a censé avoir un helper et tout ça, mais qui est avec des trucs, bah, voilà, ça nous offre base64, mais il n'y a pas vraiment d'utilitaire un peu cool pour aller directement faire du JWT des codes. Ça reste très très basique. Et donc faut se taper du Java avec une autocomplétion qui est pas folle. Bon, maintenant on va passer à d'autres exemples, qui est dans un article de recherche qu'ils ont publié qui s'appelle Finding that one word endpoint with bandpass, pour montrer à quel point un bandpass c'est tellement génial que on va pouvoir trouver des cas hyper waouh. Donc premier exemple, c'est large redirect responses pour retrouver en fait toutes les requêtes de redirection où on a des tailles anormalement longues, qui serait le signe que le site il a oublié de terminer l'exécution du script quand l'authentification du client elle échoue, et que du coup il y aurait, enfin il renvoie trop d'infos et du coup il y aurait des infos disclosure dedans, etc. Donc l'exemple qu'il donne c'est le suivant. Return request response.asResponse. Je suis désolé, je l'ai déjà dit, mais du coup, ça gère pas tout seul. Est-ce que l'objet précédent il renvoie nul ou pas? Du coup, on est constamment obligé de, avant d'appeler une méthode, de vérifier que l'objet précédent il renvoie pas nul. Donc là, on vérifie que c'est pas nul. Après, du coup, on veut tous les codes de redirection, du coup, entre 300 et 399. Donc là, bon, si on était en Ruby, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait response status code égal égal, et on aurait fourni un range. On aurait fourni un range comme ça, 300, 2 points, 2 points, 399. Et c'est tout ce qu'on aurait mis. Sauf que là, on a une espèce d'interface en JavaScript qui bind des objets d'une API Java. Bon, je sais pas trop quoi. Du coup, non, il faut qu'on spécifie deux fois la même chose avec est-ce que c'est inférieur ou égal à 399 et est-ce que c'est supérieur ou égal à 300. Donc on est dans le très très verbeux. Il y a pas de range. On peut pas fournir de range. Bon. Request response.body.length, est-ce que c'est supérieur à 1000? Ok. Donc là, l'exemple il est facile. C'est juste, bon, c'est juste, si on avait eu une interface en Ruby, on aurait pu écrire deux fois moins de code que ce qu'il y a là en JavaScript. Super. Deuxième exemple. Celui-là, il est bien horrible. C'est pour trouver des pages où il y aurait deux fois la balise fermante slash HTML pour détecter, je sais pas quel cas d'usage chelou qui montrera qu'il y aurait une fuite de code source. Ok, très bien. Admettons. Donc là, request response, stated mime type égale mimetype.html. Donc là, c'est pas mal. On a un espèce de helper, d'ailleurs qui fait pas partie de request response ni de utilities. Où on va avoir a priori dedans plein de classes ou de constantes pour les différents MIME types. Donc tiens, je suis curieux, j'aimerais bien voir. Donc voilà, on voit qu'on a plein de constantes qui correspondent à plein de MIME types, donc plain text, JSON, image, JPEG. Ok, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On... Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'appeler
une fonction, je sais pas quoi, et de mettre explicitement une string avec exactement le bon MIME type et du coup de les connaître ou d'aller les chercher. Là, on a des constantes, donc ça c'est bien. Faut le dire quand c'est bien, parce que depuis tout à l'heure, je fais que cracher dessus. Et après, on doit appeler utilities.byteutils.countMatches sur request response response body get bytes HTML get bytes supérieur à 2. Ok, c'est horrible. Pourquoi on peut pas avoir un truc tout simplement comme on faisait comme jusqu'au début, à savoir request response response body to string contains HTML, donc ça, un count et égal 2, tu vois. Ou supérieur égal à 1, à la rigueur, si on veut. Pourquoi on s'inflige du utilities byte utils count matches et d'appeler get by sur le body, tu vois. Enfin, bon, là, ça sent le Java à plein nez. On n'a pas envie de faire ça, on n'a pas envie de faire des get bytes. Pourquoi on peut pas juste compter le nombre d'occurrences dans une string? Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît. Allez, je finis par un troisième. Alors non, allez, avant-dernier exemple. Celui-là, en gros, c'est assez intelligent hein, sur le principe. C'est d'aller regarder en fait si l'entête content length il rapporte la vraie taille de ce qui est dedans, tu vois, ou est-ce qu'il rapporte une erreur. euh, donc ça pourrait être intéressant par exemple pour le request smuggling ou des trucs comme ça. Enfin, passons sur les cas d'usage. Donc là, c'est assez direct, hein, assez facile à comprendre. On fait en fait, on va aller voir le content type réel. Donc là, on le calcule. Donc la réponse, on prend le body et on calcule la taille du body en nombre de d'octets. De l'autre côté, on va regarder la valeur déclarée. Donc pour la valeur déclarée, ben, on va aller chercher dans réponse l'entête, content length et regarder sa valeur. Bon là, si on était en Ruby, on ferait toI comme ça, point toI pour convertir en int. Non, là, on est en Java, donc faut s'appeler un integer.parseInt. Tout moche, c'est horrible, on se croirait en PHP. Quel enfer. Et après, on a juste à comparer les deux. Ok, classique. Classique. Donc celui-là, pas trop compliqué. Et un dernier pour la route, pour regarder les entêtes HTTP qui seraient mal formées. Du coup, headers.stream. Je sais pas pourquoi on appelle .stream. J'ai pas l'explication. Euh, on a l'autocomplétion, mais sans la documentation en direct, donc c'est pas hyper pratique. AnyMatch, on passe un objet comme ça et on regarde que dedans, ça contient pas un espace. Donc en gros, on veut juste trouver est-ce qu'il y a un en-tête où il y a un espace dedans. Donc la syntaxe pour faire ça, honnêtement, elle est pas straightforward. Enfin, je veux dire, juste en essayant de le faire comme ça. Je pense qu'on arrive jusqu'à là. Et après, en regardant l'autocomplétion, à aucun moment on va se dire tiens, je vais appeler stream. Ah, j'ai menti, j'ai dit qu'il n'y avait pas la doc, mais on a la doc. Donc qu'est-ce que ça fait stream? Return a sequential stream with this collection as its source. Ok. Enfin, franchement, faut aller voir la doc, sinon, juste comme ça avec l'autocomplétion, on réinvente pas. Bon, je vous passe les autres exemples un peu plus complexes qui peut y avoir. Allez, maintenant, pour finir, quand même, on va finir sur une note positive, parce que depuis le début, je fais que dire que c'est de la merde un petit peu. Donc il y a quand même un truc qui est pas trop mal, c'est que si on retourne là, ce que je peux faire, c'est que je peux créer mon filtre, par exemple, voilà, affiche que ce qui est dans le périmètre, enfin avec où on est limité avec ce qu'il y a là.
Je sais pas, que sur le port 4444 parce que j'ai déjà déployé un reverse shell, je sais pas quoi. Je veux filtrer ça, bon, peu importe. Et là en bas, on a un bouton Convert to Bamba. Bambda. Bambda. Bon, je sais pas d'où vient ce nom, hein, mais c'est pas facile à prononcer. Hop. Et là, au moins, voilà, c'est bien. Donc ça m'a converti le filtre que j'avais fait là en langage Bambda. Donc quand on sait pas trop quel truc faut appeler ou quoi, bon, on peut faire ça là. Intéressant, intéressant. L'interface MIME-TAP, on l'avait vu. Request pass query to lowercase, ok. On l'avait vu, tous les trucs. Par contre, j'ai l'impression, moi j'ai dit, en gros, cache juste JS, GIF, JPEG, PNG et CSS. Et lui, ok, donc c'est ce qu'il y a là sur les extensions. Ah oui, d'accord. Et ça correspond à ce que j'avais là. Donc on retrouve, ok, HTML. Euh, Bah il est même pas HTML dedans. CSS, image, je ne recognize. Ok, donc j'ai même pas HTML, bizarre. Script, qu'est-ce qui correspondrait à script? Bof, on sait pas trop. On veut que ça corresponde à XML. Est-ce qu'il y a un mimetype.xml? Non. Ok. Other text et flash. Hmm, Other text et flash. Ah non, ok, c'est le filtre fonctionne à l'envers. Parce que là, du coup, je lui ai dit affiche-moi tout ce qui est HTML, script, XML, etc. Et au lieu de me lister tout ce qui correspond à ça, il me dit match tout ce qui correspond pas à ça. Et en fait, qui correspond à ce que j'ai pas coché. Donc le CSS, c'est ça, c'est ce que j'ai pas coché. Et après, le images, c'est ce qui correspond à tout ce qui est là. Et le other binary, c'est tout ce qui correspond à tout ce qui est là. Donc, ok, contre-intuitif, ça marche à l'envers. Donc là, vous avez un truc qui fait affiche seulement et vous cochez des trucs. Et lui, il vous fait affiche seulement ce qui ne correspond pas à ce que vous n'avez pas coché. Ok, c'est double négation. Très bien. Là, ça a filtré sur le port. Ok. Et du coup, je lui ai dit filter by status code et tout ça. Et là, on les retrouve pas là. Donc j'imagine que comme je lui dis affiche tout, du coup, il me met pas de filtre, mais que si j'enlève un et que je refais converti, là, il va m'avoir, ok, fait le truc et c'est pareil, ça fonctionne à l'envers. Donc ça met pas, est-ce que c'est 200 et 300 et 400? Ça met, est-ce que c'est tout sauf 500? Donc ça fonctionne à l'envers, les trucs fonctionnent à l'envers de ce qui est affiché là. Ok, faut le savoir. Donc en tout cas, ça, voilà, c'est pratique. Si on veut commencer à écrire des trucs sans s'embêter à l'écrire soi-même, ça peut être une petite aide pour commencer. Et donc, dernière info, donc là, depuis le début, on est dans le filtrage de l'historique HTTP. Mais il faut savoir que, a priori, les Bambdas fonctionnent aussi dans l'historique des WebSockets. Donc bon, là, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas de WebSocket ouverte. Et dans le filtre pour les vues et les captures du logger. Ok. Donc je sais pas exactement, ils doivent parler de ça, ok, donc ça veut dire que on peut aussi faire du Bambdas ici, dans le logger, ok, donc ça paraît assez normal, ok. Très bien, et je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, donc si on fait un petit récap, bah, très très mitigé quand même, parce que d'un côté, ok, de base, on était très limité dans ce qu'on pouvait faire avec le filtrage classique ici, et là, bah, vu qu'on peut
directement faire du JavaScript qui a des objets request response qui bind des objets Java, etc. On peut potentiellement virtuellement faire un nombre illimité de scénarios. Donc maintenant, on n'est plus limité dans ce qu'on peut filtrer, afficher ou pas. Donc ça, très bien. Donc là, on a décuplé la puissance du filtrage qu'on peut faire. Par contre, bah, c'est horrible, quoi, parce que on a un espèce de mix Java-JavaScript qui est hyper verbeux. On est censé avoir des utilitaires, mais où il n'y a pas grand-chose dedans. On n'a pas vraiment de helper. Donc on l'a vu par exemple pour les JWT, des trucs comme ça. On n'a pas des belles fonctions déjà toutes faites. C'est à nous à aller faire le bidouillage bas niveau comme on le ferait dans n'importe quel langage si on n'avait aucune bibliothèque à disposition. Donc c'est pas fifou. Comme on a vu, bah, le reproche numéro un, hein, c'est qu'on n'a pas des requêtes classiques ou des exemples déjà préfaits d'incorporer, ni la possibilité d'enregistrer directement dans l'interface, comme on pourrait avoir dans l'intruder. euh, un truc comme ici, payload, ouais, voilà, on retrouve tous les types de trucs. Si j'ai simple list, j'ai déjà toutes des listes préfaites, etc. Et puis là, si je veux ajouter des nouvelles listes, des trucs, etc., je vais pouvoir enregistrer tout ça. Alors que ici, bah ici non. Enfin après c'est pas tout à fait vrai hein, parce que dans l'intruder en fait, si vous voulez enregistrer des nouveaux types de payload, il va falloir créer des plugins vous-même, etc. Donc on peut pas. Enfin c'est pas aussi natif que ça. Donc non, là, il y a pas d'interface. Tout ce qu'on a au maximum, c'est le load save. Donc il va falloir écrire une requête, aller faire save, l'enregistrer dans un fichier, dans un dossier. Et puis la prochaine fois où vous voudrez le charger, vous n'avez pas un petit menu déroulant ou un truc avec un filtre, non. Il va falloir faire load et aller le chercher, etc., etc. Alors oui, petite dernière note pour la fin. Hop, il y a quand même un dépôt GitHub Portsuger Bambdas où dedans, bon bah voilà, on a des requêtes donc qui sont faits pour les bah, types que je viens de vous dire. Hein. On a d'un côté le proxy avec le filtre pour le HTTP ou pour les WebSockets et de l'autre côté le logger. Donc donc voilà, et vous avez tout un tas d'exemples. Donc ça va être à, enfin voilà, si vous voulez les utiliser, ça va être à vous de les télécharger, de les enregistrer dans un dossier et de venir à chaque fois manuellement faire load, aller les chercher là où ils sont sur votre système de fichiers. D'ailleurs, je sais pas si je fais dans Home, toc, et que je charge n'importe quoi. Est-ce qu'il m'a mémorisé l'emplacement où j'étais? Oui. Donc c'est au moins c'est pas comme les fenêtres buggées où à chaque fois on va retomber dans le truc par défaut. Là il m'a pas remis dans TMP. Donc c'est déjà ça. Donc au moins la première fois que vous êtes allé chercher le dossier, après vous êtes tout le temps dedans. Donc ça au moins c'est un moindre mal. Voilà, mais donc constat assez mitigé. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations qui vont être faites. D'ailleurs, je pense qu'une fois que j'aurai fini cette vidéo, le premier truc que je vais aller faire, c'est d'aller sur le forum de Burp pour lui dire, pour leur dire SVP les gars, mettez-moi la possibilité de d'enregistrer et de charger mes requêtes directement dans un menu dans Burp et d'avoir un truc préchargé avec des exemples. Parce que là c'est horrible. Et après, si je suis motivé, j'ouvrirai peut-être une deuxième requête en leur disant, eh, ça serait bien d'avoir un helper pour ci, pour ça, et tout un cas de cas d'usage que j'ai décrié là tout à l'heure. Donc vous allez pouvoir faire des trucs puissants, mais je vous préviens, il va falloir un petit peu potasser la doc, il va falloir vous arracher la tête sur des cas d'usage un peu compliqués et avoir affaire à une syntaxe qui est pas vraiment sympa. Donc au moins pour les plugins, ils avaient fait l'effort de dire ok, personne n'a envie d'écrire des extensions en Java. Donc avec JRuby et avec Jython, on vous offre la possibilité, où ils avaient créé toute une interface dans l'ancienne API de Burp pour du coup créer des extensions bah, plus ou moins en Python, plus ou moins en Ruby. Et que ça soit un peu
entre guillemets sympa. Alors après, notion de sympa, c'est que c'est un binding à Python à des classes en Java, donc c'est moyen sympa. Mais il y avait quand même un petit effort. Et dans la nouvelle API de Burp, là, celle qui s'appelle justement, celle dont il parle ici, qui s'appelle Montaya, il y a, enfin, il n'y a pas ça. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas donné dans les nouvelles documentations. Avant, dans l'ancienne documentation, ils donnaient à chaque fois un exemple en Java, en Python, en, en Ruby pour les extensions. Dans la nouvelle, il n'y a que des exemples en Java. Et donc, ils ont un peu laissé de côté. Et donc là, c'est pareil, ça aurait été sympa d'avoir plutôt que de... Donc là, j'imagine qu'ils n'avaient pas envie de refaire ce travail, de se dire, ah bah là, on peut écrire soit du Java, soit du Python, soit du Ruby, etc. Donc ils se sont dit, tiens, on va faire un espèce de binding JavaScript autour du Java. Et le JavaScript, tout le monde qui fait du web, il connaît un peu plus ou moins. Donc bon, j'imagine que ça a été ça la réflexion. Donc, bref, cette vidéo doit déjà être bien assez longue comme ça, donc on va s'arrêter là sur cette nouvelle fonctionnalité. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter et sur LinkedIn pour pas rater la prochaine vidéo qui sera probablement une vidéo encore sur Burp et encore sur une nouvelle nouveauté, excusez-moi du pléonasme, introduite récemment dans Burp Suite. Merci à tous, allez, tchuss, à bientôt.